Les marais de la mémoire. Antoine Chartier se dresse pesamment de sa chaise. Il balaye d'un revers de la main le verre et la bouteille de vin qui vont s'écraser sur le carrelage. Il dit d'une voix avinée: « Émilie, viens ici, petite garce !» Dans la salle commune de la ferme Chartier, l'obscurité est presque totale. Le feu achève de se consumer dans la cuisinière. La lampe à pétrole dégage une faible lueur verdâtre avec beaucoup de fumée. Antoine Chartier tape du poing sur la table et répète: « Émilie !» N'obtenant pas de réponse, il se dirige d'un pas lourd, en traînant les sabots, vers l'escalier qui monte aux chambres. Antoine Chartier, 35 ans, est bâti en colosse. C'est un paysan dur au travail et courageux. Sauf quand il a bu. Et ce qui lui arrive malheureusement tous les jours. Alors là, il devient une brute. L'homme ouvre bruyamment une porte au premier étage. Une jeune fille de 18 ans environ se dresse devant lui. Elle est brune, bien faite, elle a de belles joues roses. Elle soutient son regard sans faiblir. « Qu'est-ce que vous me voulez ?» Antoine Chartier tente de la prendre par la taille. « Tu le sais bien ce que je veux, coquine !» Émilie se dégage prestement. « Laissez-moi, je vous ai dit que je ne voulais pas, je veux rester une fille honnête. » Le fermier ne l'écoute pas, il se jette sur Émilie. Émilie l'évite. Il tombe lourdement sur le sol, il se relève en titubant. « Sacrée femelle, attends voir !» Cette fois, Émilie a vraiment peur. L'homme cherche à l'attraper. Les yeux injectés de sang, soufflant comme une forge. Alors, elle s'enfuit. Elle descend l'escalier aussi vite qu'elle peut, mais l'ivrogne l'a déjà rejointe et d'un coup de poing formidable dans l'estomac, l'étend sur le sol sans connaissance. Cela vaut mieux d'ailleurs pour elle, parce que si elle entendait son maître fouiller dans le vaisselier en grommelant « Où est ce fichu couteau que je termine la besogne ?» Une jeune fille victime d'une brute avinée. C'est un meurtre somme toute banal qui est en train de se commettre ce 16 mars 1904, non loin du petit village de Bréville, dans la Manche. Et pourtant, c'est à partir de cet instant précis que tout devient extraordinaire. Le brigadier de gendarmerie, Adrien Ferrand, se rend 15 jours plus tard, en compagnie de 2 de ses hommes, à la ferme Chartier. C'est que des bruits courent à Bréville. La jeune Émilie Janvier, entrée depuis 6 mois au service d'Antoine Chartier comme domestique, a disparu. Avec un ivrogne comme Antoine, tout est à craindre. Il n'habite d'ailleurs pas seul à la ferme. Il y a son oncle avec lui, Félix Chartier, un personnage pour le moins peu recommandable. Il a fait 10 ans de bagne pour avoir tué un homme au cours d'une rixe dans un cabaret. Comment une mignonne petite comme Émilie Janvier, qui donnerait des idées à un curé, a-t-elle eu la folie d'aller habiter toute seule avec ces 2 brutes? Il y a des gens qui mériteraient presque ce qui leur arrive. Le brigadier Ferrand questionne Antoine Chartier. À ce qu'il paraît, Émilie est partie? Ben oui, elle est partie comme ça. Le gendarme lisse la pointe de sa moustache. Eh bien, moi, j'aimerais jeter un coup d'œil dans sa chambre. Précédé par Antoine, le brigadier et ses hommes montent au premier étage. Dans le couloir, ils croisent Félix Chartier. Celui-ci les regarde d'un air indifférent et s'en va en se traînant le dos voûté, le regard fixe. Depuis son retour du bagne, le vieux Chartier n'est plus le même. On dit qu'il a attrapé des maladies là-bas et qu'il n'a plus toute sa tête. Le brigadier Ferrand est satisfait en découvrant la chambre d'Émilie Janvier.
C'est exactement ce qu'il attendait. Tout indique non pas un départ, mais une disparition. L'unique robe de la jeune fille est pendue à son clou et ses maigres affaires personnelles sont restées là. Sur une chaise, à côté du lit, servant de table de chevet, un almanach est ouvert à la page du 16 mars. Le gendarme met la pièce à conviction sous le nez d'Antoine Chartier. Il va falloir expliquer tout cela. Allez, oust! Suivez-nous, et l'oncle avec. Au poste, Antoine et Félix Chartier nient farouchement. La bonne est partie parce qu'elle s'était disputée avec Antoine. Si elle avait laissé tout derrière elle, c'est son affaire. L'oncle et le neveu n'en sont pas moins arrêtés et conduits à la prison de Saint-Lô. Mais Félix Chartier n'y reste que quelques heures. Le vieil homme, dont la raison est déjà chancelante, n'a sans doute pas supporté de se retrouver en prison. Il devient complètement fou. On doit l'interner. C'est donc Antoine Chartier, seul, qui comparaît devant le juge d'instruction Millet, qui, lui, va essayer d'obtenir ses aveux. La nouvelle de la folie de son oncle semble avoir fortement impressionné le fermier. C'est un homme brisé qui entre dans le bureau du juge. Tout de suite, il avoue. Oui, c'est Félix et moi qui avons tué la petite. J'avais bu, je ne savais plus ce que je faisais. Et Antoine Chartier raconte la dramatique nuit du 16 mars 1904. Elle n'arrêtait pas de me provoquer. Alors j'en ai eu assez. Je lui ai couru après, je lui ai donné un coup de poing dans le ventre. Elle est tombée évanouie. J'ai été chercher un couteau dans le vaisselier. Je ne savais plus ce que je faisais, je vous dis. Mais le juge d'instruction, Millet, adresse un sourire d'encouragement au prévenu. Continue, continue. Voilà certes un interrogatoire qui n'aura pas à causer de problème. Antoine Chartier continue. Mais je ne me suis pas servi du couteau, monsieur le juge. Le Félix est arrivé à ce moment-là, il m'a dit « T'occupe pas, Antoine, j'en fais mon affaire ». Et il l'a étranglé, la petite. Le juge Millet élève un sourcil étonné. Pourquoi votre oncle aurait-il tué Émilie Janvier? Quelle raison avait-il de lui en vouloir? Antoine Chartier hausse les épaules. Cela remontait au début, quand la gamine est venue chez nous. Le vieux, à propos de je ne sais plus quoi, l'a traité d'enfant de l'assistance. Elle lui a répondu « Il vaut mieux être de l'assistance que d'avoir eu un jugement ». Cela, le Félix, il ne l'avait pas digéré. D'ailleurs, en étranglant Émilie, il n'arrêtait pas de répéter « Je vais t'en donner du jugement, moi, je vais t'en donner du jugement ». Le juge d'instruction Millet a une moue de dégoût devant l'évocation de ces violences rurales. Il poursuit. « Et où avez-vous fait disparaître le corps ?» Antoine Chartier répond sans se troubler. « Dans le marais, en bas de mon herbage. Même que la petite n'était pas morte. Elle a crié quand elle est tombée dans l'eau. » Le juge met fin à l'entretien. Eh bien, nous vérifierons tout cela. Votre oncle Félix semble avoir joué le rôle principal dans toute cette histoire. Il est dommage pour vous qu'il soit hors d'état de confirmer les faits. Une semaine plus tard, le juge d'instruction Millet, le brigadier Ferrand et ses hommes sont au bord du marais qui fait suite à l'herbage d'Antoine Chartier. Celui-ci, les menottes au poignet, désigne d'un geste du menton « là-bas ». Les gendarmes accompagnés de volontaires de Bréville sondent pendant plusieurs heures l'endroit indiqué. À la fin, le brigadier Ferrand vient trouver le juge. Il est essoufflé. Il dégouline de sueur. « Il n'y a rien, monsieur le juge. Cet oiseau-là, il s'est payé notre tête, hein ?» Monsieur Millet se tourne vers le fermier avec un air sévère. « Qu'est-ce que cela veut dire? Expliquez-vous, Chartier !» Antoine Chartier a l'air très embarrassé. « Maintenant, cela me revient. Quand je suis retourné au marais, une semaine après, le corps n'y était plus.
J'ai demandé à l'oncle si c'était lui qui l'avait changé de place. Il m'a répondu « oui ». J'ai voulu savoir où il l'avait mis. Il m'a dit « qu'est-ce que ça peut te faire ?» Alors je n'ai pas insisté. Le juge d'instruction Millet ne semble pas satisfait de cette réponse. Si on ne retrouve pas le corps, de toute façon cela ne changera rien. Vous irez quand même devant le tribunal. Alors une dernière fois, où est votre victime ? Antoine Chartier répond d'un air buté. Je ne sais pas. Demandez à l'oncle. Demandez à l'oncle. Il n'en est pas question. Félix Chartier est devenu complètement fou allié. Il ne tient plus que des propos incohérents. Pendant 3 semaines, les gendarmes de Bréville, aidés par ceux de Saint-Lô, explorent les marais de la région. Des voisins ont signalé aux gendarmes que, peu après le crime, les Chartier avaient fait un feu d'enfer dans leur four. Mais l'examen des cendres ne révèle pas le moindre débris humain. L'enquête est close. Le crime d'Antoine Chartier restera un crime sans cadavre. Mais de la vie générale à Bréville et dans les environs, la situation d'Antoine n'est pas plus fameuse pour cela. À son procès, qui vient de s'ouvrir fin décembre 1904, aux assises de Saint-Lô, il risquera sa tête. Il faut savoir qu'en France, à cette époque-là, la peine de mort était toujours de rigueur. 10 novembre 1904. En voyant la personne entrer dans le bureau, le brigadier Adrien Ferrand manque d'avoir une attaque d'apoplexie. Pendant une bonne minute, il ne peut que répéter « Saperlipopette ! Saperlipopette ! Ah, ça, ah !» Enfin, il parvient à poser une question intelligible. « Mais qui êtes-vous donc ?» La jeune fille qui vient d'entrer dans le bureau de la gendarmerie répond d'une voix tranquille. « Et je suis Émilie Janvier. » Le brave gendarme ne croit pas aux fantômes, sans quoi il aurait pris ses jambes à son cou, car c'est bien elle, il l'a reconnue tout de suite. Ah, il pouvait bien la chercher dans le marais ou dans les cendres du four. Il bredouille. « Mais vous devriez être morte, vous êtes assassinée. » La jeune fille a l'air contrariée. « On me croit morte ? Ah, je ne savais pas, sinon je serais venu plus tôt. » Cette fois, le brigadier Ferrand a retrouvé tous ses esprits. Il s'emporte. « Et oui, on vous croit morte, et même que pour cela, Antoine Chartier risque de se faire couper la tête. Alors vous allez tout raconter, et vite, hein ?» Émilie Janvier s'effondre sur une chaise. « Je vous jure que je n'imaginais pas une chose pareille. » C'était le 16 mars. Antoine Chartier m'a donné un grand coup de poing. Je suis tombé par terre. Il m'a cru évanoui. Alors il est allé vers le vaisselier. Je l'ai entendu dire « Où est ce fichu couteau que je termine la besogne ?» C'est à ce moment-là que j'ai pris les jambes à mon cou et j'ai couru tout droit devant, à travers la forêt. Je me suis arrêté au matin devant une ferme. Les gens m'ont recueilli, sans rien me demander. J'y suis resté 3 jours. J'ai trouvé un éleveur qui allait vendre ses bêtes à la foire de Bayeux. Il a accepté de m'emmener. Bayeux, c'est là qu'habite ma nourrice. Elle m'a caché. J'osais pas revenir parce que j'avais peur d'Antoine, vous comprenez. Et puis j'ai fini par me dire qu'on allait s'inquiéter pour moi. Le brigadier tape du poing sur la table. Mais qu'est-ce que c'est que ces histoires ? Et l'oncle, il vous a pas attaqué ? Il n'a pas essayé de vous étrangler ? Pas du tout. Il ne m'a rien fait. Il n'est même pas sorti de sa chambre. Adrien Ferrand prend une mine sévère, après s'être gratté la tête. « Oh, je n'aime pas ça. Vous vous expliquerez devant le juge, hein. En attendant, hop, je vous garde, hein. Bouclé. » Le lendemain, la jeune servante est conduite à Saint-Lô dans le cabinet du juge d'instruction, Millet. Le magistrat se fait répéter toute l'histoire, et il conclut d'un ton incrédule. « Mais alors, pourquoi s'accuse-t-il ? Pourquoi a-t-il inventé un mensonge qui peut le conduire à l'échafaud ?» Le juge décide de le savoir sans plus attendre.
il fait convoquer immédiatement Antoine Chartier pour le confronter avec sa prétendue victime. Un quart d'heure plus tard, ce dernier entre, menottes au poignet, dans le bureau. En voyant Émilie, il pousse un cri. « Ce n'est pas vrai! C'est un cauchemar! Cela ne peut pas être elle !» Il recule, épouvanté. Il est tellement agité que les gendarmes doivent le maîtriser. Le juge d'instruction attend qu'il se soit calmé pour lui demander « Mais pourquoi vous êtes-vous accusé d'avoir participé au meurtre de votre servante ?» Antoine Chartier secoue la tête, le regard fixe. « Mais parce que c'est vrai !» Le magistrat n'a jamais vu une telle conduite. Il n'y comprend rien. L'irritation commence à le gagner. « Est-ce que vous vous moquez de moi? Est-ce que vous voulez vous moquer de la justice ?» Le fermier évite toujours de regarder son ancienne domestique. « Je vous jure que ça s'est passé comme je vous l'ai dit, monsieur le juge. D'abord j'ai frappé Émilie, ensuite j'ai été chercher le couteau. À ce moment-là, l'oncle Félix est arrivé, il l'a étranglé. Ensuite, nous avons jeté le corps dans le marais. » Le juge d'instruction essaye de comprendre. Peut-être est-ce la jeune fille qui ment. Elle n'était pas morte quand elle a été jetée à l'eau. Elle s'est sauvée à ce moment-là et a inventé cette histoire pour sauver son ancien maître, dont elle était, malgré tout, amoureuse. Possible. De toute manière, l'un des deux ne dit pas la vérité, et il jure qu'il saura lequel, hein. La vérité, ce sont les psychiatres qui l'ont trouvé peu après en examinant Antoine Chartier, ce qu'il n'avait pas fait jusqu'à présent. En le questionnant sur son passé, ils ont ainsi appris qu'il avait l'habitude de s'enivrer depuis l'âge de 12 ans. Or, il avait 35 ans, et en 23 ans, l'alcool avait pu faire des ravages dans son cerveau. En procédant à un examen clinique approfondi, ils ont découvert que la scène du meurtre constituait chez Antoine Chartier un faux souvenir, comme le cas est fréquent chez les alcooliques avancés. Antoine, dans sa mémoire dérangée, croyait réellement que les choses s'étaient passées comme il le disait. Que son oncle était descendu de sa chambre, qu'ils avaient ensemble transporté le corps jusqu'au marais. Il le croyait si fort que même la vue de sa pseudo-victime ne l'avait pas fait changer d'avis. Antoine Chartier a bien sûr été libéré sur le champ. Il a été, par la suite, condamné à 6 mois de prison avec sursis et 100 francs d'amende pour coups et blessures et faux témoignages. C'était le minimum de la peine. Et il est retourné à sa ferme, où il a repris son travail. Est-ce que les psychiatres auraient abouti Est-ce que les psychiatres auraient abouti au même diagnostic si Émilie Janvier n'était pas revenue? Est-ce qu'ils auraient dit, devant la cour d'assises de Saint-Lô, que les aveux de l'accusé n'avaient aucune valeur vu son état mental et que, de toute manière, il devait être dans un état de démence au moment des faits? Il vaut mieux le croire. Comme il vaut mieux croire que tous ceux qui ont été guillotinés étaient coupables.